Tu ne fais plus partie de cette famille. Ne reviens pas. C'est le SMS que j'ai reçu de mon frère, Austin, après un voyage de 5 jours pour trouver la paix. Quand je suis rentré à la maison, ils avaient changé toutes les serrures et décidé de me mettre à la porte de la maison où j'avais vécu pendant 24 ans. Le plus douloureux, c'est qu'ils ont fait ça moins d'un mois après le décès de papy, la seule personne qui m'aimait vraiment. Mais 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat de papy, et c'est là que tout a complètement changé. Rejoignez-moi alors que je vous raconte pourquoi ma famille m'a mis à la porte et comment j'ai surmonté ça. Bonjour à tous, je m'appelle Brian Miller. J'ai 24 ans et je suis coordinateur logistique, je gagne 55 000 $ par an à Phoenix, en Arizona. Il y a 3 mois, j'ai été mis à la porte de la maison où j'avais vécu pendant 24 ans. Ce jour-là, c'était un dimanche matin, début mars. Je venais de rentrer d'un voyage de guérison émotionnelle de 5 jours à Sedona, une petite ville située à environ 3 heures de route de Phoenix, connue pour ses majestueux rochers rouges et son atmosphère paisible. Après la mort soudaine de mon grand-père 4 mois plus tôt, j'étais complètement déséquilibré. Mon grand-père, Harold Miller, n'était pas seulement mon grand-père. C'était la seule personne dans ma famille qui me comprenait et m'aimait vraiment. Quand il est décédé d'une crise cardiaque soudaine, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon meilleur ami. J'ai décidé de voyager seul pendant 5 jours pour trouver la paix. J'avais besoin de temps pour accepter la douleur de la perte soudaine de mon grand-père. J'ai passé du temps à méditer, à faire de la randonnée et à réfléchir sur la vie tout au long du voyage. À ce moment-là, je pensais avoir trouvé un peu de la paix dont j'avais tant besoin pour aller de l'avant. Mais je n'avais aucune idée que pendant que je cherchais la tranquillité à Sedona, ma famille prévoyait de m'effacer de leur vie. Après 5 jours de voyage à Sedona, mon moral s'était sensiblement amélioré. Les matins à regarder le lever du soleil sur Red Rock, les après-midi à faire de la randonnée sur Cathedral Rock Trail, et surtout les moments de calme pour la réflexion, tout cela m'a aidé à me sentir beaucoup plus à l'aise. Vers 9 heures du matin, le dimanche, je suis arrivé à la maison. Mon grand-père avait permis à mes parents de vivre dans cette maison depuis leur mariage, il y a près de 30 ans. La maison, avec ses 3 chambres, ses 2 salles de bain et sa petite cour arrière, était l'endroit où mon frère, Austin, et moi avons grandi, conservant d'innombrables souvenirs d'enfance. Alors que nous atteignions l'âge adulte, lorsque nous prévoyions de louer nos propres logements, papy nous a dit, restez simplement dans cette maison. Ne gaspillez pas d'argent en loyer. Elle m'appartient toujours et je veux que la famille reste proche. Ainsi, notre famille de 4 personnes, mon père, Raymond, ma mère, Laura, Austin et moi, avons continué à vivre ensemble dans cette maison, et les dépenses de subsistance comme les services publics, Internet et la nourriture étaient partagées équitablement depuis de nombreuses années. Malgré des désaccords occasionnels sur les tâches ménagères ou les espaces partagés, nous vivions toujours en harmonie. Après m'être garé devant la maison, j'ai rapidement attrapé mon sac de voyage dans le coffre, impatient de me précipiter à l'intérieur pour partager mon voyage passionnant avec ma famille. Mais quand je me suis approché de la porte d'entrée et que j'ai mis ma clé dans la serrure, elle n'a pas tourné. Au début, j'ai pensé que j'avais utilisé la mauvaise clé. Je l'ai retirée pour vérifier à nouveau. C'était la clé familière en laiton de la porte d'entrée. J'ai réessayé, mais je n'ai toujours pas pu l'ouvrir. Immédiatement, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ma main tremblait quand j'ai réalisé que la serrure était complètement différente. Elle était toute neuve, brillante et inconnue. J'ai rapidement fait le tour de la maison pour vérifier la porte arrière, mais la serrure avait également été remplacée. J'ai essayé de pousser sur les fenêtres, mais elles étaient toutes bien verrouillées de l'intérieur. Quand je suis retourné à l'avant de la maison, j'ai remarqué que la Ford rouge d'Austin n'était pas dans le garage. Seule la vieille Toyota Camry de papa restait. Peut-être qu'ils étaient partis quelque part ensemble. Debout devant la porte avec ma valise, je me sentais comme un étranger essayant de cambrioler la maison de quelqu'un d'autre. Un sentiment de malaise m'a envahi. Ma famille savait que c'était le jour de mon retour. Pourtant, personne ne m'avait informé qu'ils avaient changé les serrures. Juste après ça, j'ai appelé mes parents pour leur demander ce qui se passait. Peut-être qu'ils avaient changé les serrures pour des raisons de sécurité et avaient oublié de me le dire. J'ai d'abord appelé papa. Le téléphone a sonné et sonné, mais personne n'a répondu. Ensuite, j'ai essayé maman. Même résultat. Les 2 appels sont allés directement à la messagerie vocale. Même si je commençais à me sentir mal à l'aise,
je voulais me rassurer. Peut-être qu'ils sont juste occupés avec quelque chose d'important. Après environ 5 appels à mes parents, j'ai appelé mon frère, Austin. Son téléphone a sonné sans arrêt, lui aussi, et il n'y a pas eu de réponse. Après 3 autres appels, j'ai raccroché et me suis affalé sur les marches de la maison, me sentant confus et inquiet. 5 minutes plus tard, mon téléphone a émis un bip, signalant un nouveau message. Je l'ai ouvert et j'ai eu l'impression d'avoir été frappé par la foudre quand j'ai lu le SMS d'Austin, « Tu ne fais plus partie de cette famille. Ne reviens pas. » Je suis resté immobile comme une pierre pendant un moment, fixant l'écran du téléphone. Est-ce qu'Austin plaisantait avec moi, ou est-ce que quelqu'un a emprunté son téléphone pour envoyer un message malveillant? Immédiatement, j'ai rappelé le numéro d'Austin pour exiger une explication, mais le téléphone n'arrêtait pas de sonner occupé. Il était clair que j'avais été bloqué. Le choc s'est transformé en confusion, puis progressivement en une douleur ultime. 2 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau émis un bip. Cette fois, c'était une notification du groupe de discussion familiale, que nous utilisions pour discuter des questions familiales depuis des années. La notification affichait « Brian Miller a été retiré du groupe ». À ce moment-là, j'avais l'impression que mon cœur allait éclater de ma poitrine. Mes mains tremblaient quand j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu ou une blague. Ils avaient prévu de me couper de la famille. J'ai essayé de contacter à nouveau mes parents, espérant qu'ils m'expliqueraient tout, mais personne n'a encore répondu. Assis sur les marches de la maison où j'avais vécu pendant 24 ans, des feuilles sèches volaient à travers la cour avant et le vent mordait froid à travers mon mince t-shirt, mais j'étais déterminé à ne pas partir. Austin n'avait pas le droit de me mettre à la porte de cette maison. J'attendrai que mes parents rentrent à la maison et j'exigerai qu'ils expliquent la situation directement. Vers 11 heures du matin, la voiture d'Austin est entrée dans l'allée. Je me suis levé des marches, le cœur battant alors que les 3 membres de la famille sortaient de la voiture. J'ai d'abord remarqué leurs expressions froides et distantes quand ils m'ont vu. Il n'y avait aucune surprise, aucune trace de culpabilité ou de confusion. Ils savaient que je serais là et ils étaient préparés à cette confrontation. Alors qu'ils s'approchaient de la porte d'entrée, je leur ai demandé « Pourquoi avez-vous changé les serrures sans rien me dire ?» Austin s'est arrêté, m'a regardé dans les yeux et m'a demandé « Tu es encore là ?» Je pensais qu'après le SMS que je t'ai envoyé, tu aurais tout compris. Dès qu'Austin a fini de parler, j'ai répondu « Tu n'as pas le droit de me mettre à la porte. Cette maison appartient à papy. » Immédiatement après, papa s'est arrêté, m'a regardé avec des yeux glacés et m'a dit d'un ton décisif « Nous avons décidé. Cette maison appartient à Austin. » Pendant l'annonce de papa, j'ai eu l'impression que mon cœur était serré. Cet homme m'avait élevé pendant 24 ans, l'homme que j'appelais papa. Mais maintenant, il me parlait comme si j'étais juste un étranger qui demandait à rester. Maman se tenait à côté de lui, son regard évitant tout contact visuel direct avec moi. Sa voix tremblait, mais elle essayait toujours de maintenir une façade ferme alors qu'elle me disait « Tu dois être indépendant maintenant, Brian. Tu as 24 ans. Tu ne peux pas dépendre de ta famille pour toujours. » Chacun des mots de maman était comme un couteau qui me poignardait au cœur. La femme qui me serrait autrefois dans ses bras quand j'étais malade, qui cuisinait mes plats préférés, me traitait maintenant comme si j'étais un fardeau dont la famille devait se débarrasser. Me sentant étouffé et désespéré, je les ai menacés. « Je vais appeler la police. Vous ne pouvez pas simplement me mettre à la porte comme ça. » En m'entendant mentionner la police, Austin a pris la parole d'une voix froide que je ne lui avais jamais entendu utiliser avec moi auparavant. « La police ne vous aidera pas. Papy est parti. La maison appartient à maman et papa maintenant, et ils ont le droit de vous demander de partir dans les 30 jours. Vous pouvez rester encore 30 jours si vous voulez, mais vous devrez quand même déménager après ça. » Les mots d'Austin étaient tout à fait exacts alors. Ces mots m'ont rappelé que si papy était encore vivant, il n'oserait jamais faire quelque chose comme ça. À ce moment-là, debout parmi les 3 personnes les plus chères de ma vie, je me suis senti plus seul que jamais. L'air autour de moi était épais, chaque respiration devenait difficile, et j'ai réalisé la douloureuse vérité que je n'avais plus de place dans cette famille. Ils avaient décidé de me couper de leur vie, et rien de ce que je disais ou faisais ne pouvait changer cette décision. Face à leur cruelle décision, je n'ai pas supplié de rester. Je n'ai même pas appelé la police, bien que j'ai menacé de le faire, parce que je savais qu'ils ne pourraient pas m'aider de toute façon. Plus important encore,
même si la loi me permettait de rester pendant 30 jours, ces 30 jours seraient un pur enfer. Personne ne se regarderait. Pire encore, ils pourraient faire des choses que je ne voulais pas imaginer. Rassemblant le peu de courage qui me restait, je leur ai dit calmement, « Donnez-moi 3 heures pour faire mes bagages, puis je partirai. » Après quelques secondes de regard silencieux, ils ont acquiescé sans dire un mot. En entrant dans la maison que j'avais appelée chez moi pendant 24 ans, je me sentais comme un étranger envahissant l'espace privé de quelqu'un d'autre. Tout était toujours pareil, le canapé brun familier, la table à manger en bois où la famille se réunissait autrefois, les photos accrochées au mur, mais l'atmosphère froide donnait l'impression d'être étrangement étrangère. Je suis allé directement dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes bagages. Chaque objet que je ramassais contenait des souvenirs précieux, le livre ne tirait pas sur l'oiseau moqueur que papy m'a donné quand j'avais 16 ans, des photos de famille de mon enfance quand nous étions encore heureux, le vieil ordinateur portable que j'avais économisé pour acheter. Tout au long du processus d'emballage, personne dans ma famille n'est venu m'aider ou me parler. Austin montait même la garde à la porte de ma chambre comme s'il craignait que je ne vole quelque chose qui ne m'appartenait pas. Son regard suspicieux me faisait me sentir humilié. Chaque fois que je mettais un objet dans ma valise, j'avais l'impression d'effacer une trace de moi-même de cette maison. La pièce s'est progressivement vidée, comme si je n'avais jamais existé ici. Après exactement 3 heures, j'ai traîné mes 2 valises en bas. Personne dans la famille n'a dit au revoir ou n'a montré de regret. Ils se contentaient de me regarder en silence comme un locataire qui quittait leur propriété. Avant de sortir de la porte, je me suis retourné pour les regarder tous les 3. Ma voix était froide mais claire alors que je leur disais, « Souvenez-vous de ce jour. À partir de maintenant, j'en ai fini avec vous tous. Nous n'avons plus aucune relation. » Personne n'a répondu après mes mots. J'ai tiré mes 2 valises, suis sorti de la porte d'entrée et j'ai entendu le clic de la serrure se refermer derrière moi. Juste comme ça, je suis officiellement devenu sans-abri dans la ville même où je suis né et où j'ai grandi. J'ai erré dans Phoenix dans ma vieille Honda Civic cet après-midi-là, sans savoir où aller. Les rues familières me semblaient soudainement étranges, comme si j'étais perdu dans une nouvelle ville. Finalement, comme guidé par une force quelconque, je me suis retrouvé au cimetière Greenwood où repose mon grand-père. Je me suis garé près de l'entrée et j'ai marché jusqu'à la tombe familière. La pierre tombale en granit gris gravé de Harold Miller 1942 à 2025 se tenait là, un témoignage du décès de la seule personne qui me comprenait vraiment. Debout devant sa tombe, j'ai commencé à lui raconter tout ce qui s'était passé. Je lui ai raconté mon voyage à Sedona pour trouver la paix, mon retour à la maison et ma découverte des serrures changées. Je lui ai parlé de la cruauté de mes parents, de ce qui s'était passé ce matin dans ce cimetière froid. J'étais là, à me parler à moi-même, sans personne pour répondre. De temps en temps, de douces brises soufflaient à travers les vieux chênes du cimetière, créant un doux bruissement. Puis, de façon inattendue, un petit rouge-gorge a volé de quelque part, tournant autour de moi comme s'il comprenait ma douleur. J'ai tendu la main et une chose étrange s'est produite. L'oiseau s'est posé doucement sur ma paume. De temps en temps, il picorait légèrement ma paume comme pour me réconforter. En regardant l'amitié de l'oiseau, j'ai eu l'impression que papy m'écoutait. Mais un sentiment absolu de solitude m'a envahi lorsque l'oiseau s'est envolé. J'aurais aimé qu'il puisse revenir à la vie, m'écouter et me donner des conseils, mais la réalité m'a laissé désespéré. Alors que j'étais encore debout devant la tombe de papy, une voix derrière moi m'a surpris. « Brian, tu es là aussi ?» Je me suis retourné et j'ai vu l'oncle Thomas, le frère cadet de mon père, qui vivait également à Phoenix. Il avait 47 ans, était ingénieur civil avec une attitude aimable et toujours chaleureux envers moi lors des réunions de famille. En voyant mon expression, l'oncle Thomas m'a demandé avec inquiétude, « Es-tu venu rendre visite à papy parce qu'il te manque aussi ?» Après quelques secondes d'hésitation, j'ai répondu en tremblant, « En partie parce qu'il me manque, en partie parce que je n'ai nulle part où aller. » En voyant mes yeux hébétés et mon visage triste, l'oncle Thomas a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Sans attendre que j'en dise plus, il s'est assis sur les marches devant la tombe de papy et m'a dit, « Assieds-toi et raconte-moi tout. » Juste après ça, je lui ai raconté ce qui s'était passé ce matin. Je lui ai raconté mon voyage à Sedona, mon retour à la maison et ma découverte des serrures changées, le SMS cruel d'Austin, la froide confrontation avec mes parents et les 3 heures que j'ai passées à faire mes valises dans un silence hostile. Alors que je racontais tout, l'oncle Thomas écoutait silencieusement, son visage devenant plus pâle au fur et à mesure que je terminais l'histoire.
Finalement, il a été choqué par la façon dont mes parents et mon frère m'avaient traité. Son visage s'est rempli de colère et il m'a dit, « Raymond ne peut pas faire ça. Je vais aller parler à ton père tout de suite. » Face à son inquiétude, je me suis senti profondément reconnaissant. J'ai immédiatement hoché la tête pour le remercier. Quelques secondes plus tard, il a suggéré, « Viens passer la nuit chez moi. » N'erre plus dans les rues. Mais j'ai poliment refusé, en lui disant, « Merci, mon oncle, mais je vais prendre un hôtel près de mon travail pour le moment. Ce sera plus facile pour aller à mon travail. Je ne veux pas compliquer davantage la situation. » En entendant ma décision, l'oncle Thomas n'a pas essayé de me persuader davantage. Il a hoché la tête en signe de compréhension, « D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. » Puis il s'est levé, les yeux déterminés, et a dit, « Maintenant, je vais chez Raymond pour régler ça. Je te contacterai plus tard. » Après ça, l'oncle Thomas est parti. En regardant la silhouette de l'oncle Thomas disparaître dans la lumière du soleil de fin d'après-midi du cimetière, une douce chaleur s'est infiltrée dans mon cœur. Après de nombreuses heures passées à me sentir abandonné par le monde, j'ai finalement su que je n'étais pas complètement seul. Après son départ, je suis retourné une dernière fois à la tombe de papy, j'ai doucement touché la pierre tombale en granit froid et j'ai chuchoté, « Ne t'inquiète pas, papy. Je reviendrai te rendre visite bientôt. » Puis je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit vers mon entreprise. Je devais trouver un hôtel à proximité pour me reposer et réfléchir à ce que je devais faire ensuite. 1 heure plus tard, j'ai loué une chambre temporaire dans un hôtel près de ma société de logistique. La chambre était petite, avec un lit simple, un bureau et une vieille télévision, mais au moins j'avais un endroit où me reposer. Mon téléphone a sonné dès que je suis entré dans la chambre et que j'ai posé mes 2 valises. C'était l'oncle Thomas. Au moment où j'ai répondu, j'ai pu sentir la colère dans sa voix. Je me suis assis et j'ai écouté pendant qu'il me racontait la dispute qui venait d'avoir lieu. L'oncle Thomas était allé à la maison et avait exigé que mes parents expliquent pourquoi ils m'avaient traité de cette façon, mais mes parents ont non seulement refusé d'écouter, mais ont réagi durement. L'oncle Thomas m'a dit que mon père avait dit que c'était l'affaire de sa famille et que mon oncle ne devait pas s'en mêler. Ma mère a dit qu'Austin n'avait plus besoin de la maison parce qu'il était sur le point de fonder une famille. Ce qui a le plus mis l'oncle Thomas en colère, c'est leur attitude. Ils n'ont montré absolument aucun remords de m'avoir mis à la porte. Même quand l'oncle leur a dit qu'ils avaient tort, ils ont menacé d'appeler la police s'ils ne partaient pas immédiatement. Finalement, l'oncle Thomas a été contraint de partir, mais non sans leur avoir adressé un avertissement sévère. Il leur a dit que ce qu'ils avaient fait aurait des conséquences et qu'un jour ils regretteraient la décision d'aujourd'hui. Quand il a fini de me raconter, je me suis senti à la fois triste et reconnaissant. Triste parce que j'ai réalisé que mes parents étaient déterminés à rompre les liens avec moi sans hésitation à changer d'avis, mais j'étais aussi très reconnaissant envers l'oncle Thomas. Bien que l'issue de la conversation n'ait pas été celle que nous espérions, le fait qu'il me défende m'a fait me sentir moins seul. Avant de mettre fin à l'appel, je lui ai dit « Merci beaucoup de m'avoir défendu, quel que soit le résultat. Je suis reconnaissant parce que tu m'apprécies. » En m'entendant, l'oncle Thomas a soupiré et a répondu « Ne t'inquiète pas. Je suis toujours là si tu as besoin de moi. » Après l'appel, je me suis allongé sur le lit d'hôtel, j'ai regardé le plafond et je me suis demandé ce que j'allais faire ensuite. Cette nuit-là, allongé dans la petite chambre d'hôtel faiblement éclairée, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit est revenu à papy, l'homme qui avait été la seule lumière dans ma vie. Je me suis souvenu des après-midi de week-end où papy m'a appris à réparer des choses électriques dans le garage. Ses mains calleuses me guidaient toujours patiemment sur la façon de tenir un tournevis et de vérifier un circuit. Il m'a dit qu'être autonome me garantirait de ne jamais dépendre de personne. Je me suis souvenu des matins de week-end, papy préparant des crêpes pour moi quand je venais lui rendre visite. Il me posait toujours des questions sur mes études et mes rêves d'avenir et ne me comparait jamais à Austin comme le faisaient souvent maman et papa. Puis je me suis souvenu du jour où j'ai appris la nouvelle de son décès il y a près d'1 mois. Je travaillais au bureau de logistique quand j'ai reçu l'appel de maman. Sa voix tremblait lorsqu'elle m'a dit que papy était décédé d'une crise cardiaque soudaine. Même s'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu. Le sentiment à ce moment-là était comme si quelqu'un venait de me retirer le sol sous les pieds. À ses funérailles, c'est moi qui ai le plus pleuré. Austin et mes parents étaient tristes, mais ils n'ont pas montré la profonde tristesse que je ressentais.
Peut-être était-ce parce qu'il n'avait jamais été aussi proche de lui que je l'étais. Maintenant, allongé dans cette chambre inconnue, j'ai réalisé qu'après mon voyage à Sedona, je me sentais à peine plus paisible, mais mon désir ardent de lui ne s'était jamais estompé. Il vivait dans mon cœur à travers chaque leçon de vie qu'il m'avait enseignée. Ces mots résonnaient dans mon esprit: Brian, la vie sera parfois difficile, mais ne laisse jamais personne blesser ton amour-propre. Tu dois être fort et avoir confiance en toi. À ce moment-là, j'ai compris que grand-père m'avait préparé avec les leçons dont j'avais besoin pour affronter aujourd'hui. Même s'il n'était plus avec moi, son amour et ses enseignements m'aideraient à traverser cette période difficile. Dans l'obscurité, j'ai promis silencieusement à grand-père que je vivrais fidèlement à ce qu'il m'avait enseigné. Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude, comme si de rien n'était. Pendant ma pause déjeuner, et le soir après le travail, j'ai profité de l'occasion pour consulter des maisons de location dans la région de Phoenix. Je voulais trouver un endroit qui corresponde à mon salaire, un endroit que je pourrais vraiment appeler chez moi après tout ce qui s'était passé. Le deuxième jour dans l'après-midi, un appel téléphonique a changé ma vie à jamais. Je venais de terminer une réunion avec l'équipe logistique ce jour-là lorsqu'un numéro inconnu est apparu sur mon écran. Il avait un indicatif régional de Phoenix, mais je ne l'ai pas reconnu. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai décidé de répondre. La voix à l'autre bout du fil était polie et professionnelle. « Bonjour, Brian Miller. Je suis l'avocat Grayson, l'avocat de M. Harold Miller. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite lorsque j'ai entendu le nom de grand-père. L'avocat a poursuivi: « Veuillez vous présenter à mon bureau demain à 9 h pour prendre connaissance du testament de votre grand-père. » Après l'annonce de l'avocat, je l'ai remercié et j'ai promis d'être là à l'heure. Après avoir raccroché, des centaines de pensées ont commencé à envahir mon esprit. Quand grand-père a-t-il fait un testament? Je n'avais jamais entendu personne dans la famille mentionner cela. Pourquoi l'avocat m'appelait-il spécifiquement? Comment étais-je impliqué dans le testament de grand-père? Environ 5 minutes plus tard, j'ai appelé l'oncle Thomas pour lui en parler. Il a confirmé qu'il avait également reçu une notification de l'avocat selon laquelle il serait présent demain à 9 h, et il était également surpris, ce qui prouvait qu'il n'avait aucune connaissance préalable de l'établissement d'un testament par grand-père. Avant de terminer l'appel, l'oncle m'a conseillé: « Tu devrais y aller et voir ce que dit le testament de grand-père. Il pourrait avoir laissé quelque chose. » Ce soir-là, allongé dans la chambre d'hôtel, je me suis préparé à la possibilité de voir mes parents et Austin au bureau de l'avocat demain matin. Le sentiment de malaise et d'anxiété m'empêchait de dormir. Je me demandais comment se déroulerait la réunion de demain et si ce serait la dernière chance pour notre famille de se réconcilier. Mais au fond de moi, je sentais que demain serait un jour qui changerait tout. Le lendemain matin, à 8h50 précise, je suis entré dans le bureau de l'avocat Grayson à l'adresse qu'il avait fournie par email. L'immeuble de bureau était au centre-ville de Phoenix, avec une architecture moderne et une atmosphère professionnelle. J'ai vu la famille de l'oncle Thomas assise dans un coin en entrant dans la salle d'attente. À leur côté se trouvaient mes parents et mon frère, Austin. Mais je n'étais pas surpris car j'étais sûr qu'il serait là pour tout ce qui concernait les biens de grand-père. Austin s'est levé quand il m'a vu, l'air agacé, et a rugi: « Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père t'a laissé quelque chose? » Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé vers papa, essayant de garder ma voix uniforme et polie en lui demandant: « Comment vas-tu? » Ils n'ont pas répondu. Papa a évité mon regard, et maman a silencieusement baissé les yeux vers le sol. Leur froideur a rendu l'atmosphère dans la pièce encore plus tendue. À 9 h précises, l'avocat Grayson, un homme d'une cinquantaine d'années avec des cheveux légèrement grisonnants et un costume élégant, nous a tous invités dans la salle de conférence. Il a commencé à ouvrir les documents avec une expression solennelle. Selon l'avocat Grayson, ce testament a été fait par mon grand-père le 18 mars 2022, en pleine lucidité mentale sans aucune contrainte ni influence indue. Après avoir annoncé la date à laquelle le testament a été fait, l'avocat a commencé à en lire le contenu. La première partie était pour la famille de l'oncle Thomas. Dans le testament, l'oncle Thomas et sa famille ont hérité de leur maison et de 400 000 $ provenant des économies de grand-père. L'oncle Thomas a écouté en silence, en hochant légèrement la tête comme s'ils étaient au courant de cela à l'avance. Après la partie de l'oncle Thomas est venue la section pour ma famille. L'avocat Grayson m'a regardé et a annoncé: « La maison actuelle où Raymond Miller,
Linda Miller et Austin Miller vivent et légués par Harold Miller à Brian Miller. Après cette annonce, la pièce est tombée dans un silence absolu. Je pouvais entendre mon propre cœur battre la chamade. Quelques secondes plus tard, l'avocat a poursuivi. De plus, Brian Miller hérite de $100 000 supplémentaires en espèces provenant du compte d'épargne privé de Harold Miller. Puis il a prononcé la dernière phrase qui a stupéfié toute ma famille: Raymond Miller, Linda Miller et Austin Miller n'héritent d'aucun autre bien de ce testament. Immédiatement, mon père a crié d'une voix en colère: pas question. C'est injuste. Je suis son fils. Pourquoi je n'obtiens rien? Juste après cela, maman a demandé, en tremblant: pourquoi Brian? C'est son petit-fils. Pourquoi obtient-il une part alors que nous, ses enfants, n'obtenons rien? Mais Austin était le plus furieux. Il s'est levé de son siège, a frappé sa main sur la table et a crié: c'est une erreur. Puis il s'est tourné vers moi, a pointé directement mon visage et a exigé à haute voix: as-tu manipulé grand-père pour qu'il fasse un testament pour hériter de la maison? Je suis resté assis en silence à sa question, encore sous le choc de ce que je venais d'entendre. Je n'aurais jamais pensé que grand-père me laisserait des choses aussi importantes. L'oncle Thomas et sa femme sont restés silencieux, ne montrant aucune surprise quant au contenu du testament. Il semblait qu'ils étaient au courant de la décision de grand-père à l'avance. Un instant plus tard, l'oncle Thomas a regardé directement mon père et a dit d'une voix froide: c'est le prix pour avoir mis ton fils à la porte, le transformant en sans-abri. Les mots de l'oncle étaient comme une gifle directe au visage de mes parents. Ils se sont soudainement tus, réalisant que j'étais le propriétaire légitime de la maison. À ce moment-là, j'ai compris que tout avait complètement changé. Ce tournant a non seulement inversé la dynamique du pouvoir dans la famille, mais m'a également montré que grand-père avait compris la nature de chacun depuis longtemps. Environ 10 minutes plus tard, une fois que l'atmosphère dans la pièce s'est calmée et que tout le monde s'est ressaisi, l'avocat Grayson a continué avec la partie suivante du testament. Il a sorti une lettre encore scellée dans une enveloppe jaune avec l'écriture familière de grand-père. L'avocat a expliqué: cette lettre a été écrite par M. Harold après la rédaction du testament pour clarifier les raisons de ses décisions. L'avocat a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire le contenu de la lettre. Dans la lettre, grand-père a clairement fait comprendre à la famille qu'il n'était injuste envers personne et qu'il avait des raisons valables pour cette décision. Grand-père a mentionné dans la lettre qu'Austin avait perdu $400 000 en jouant au casino Desert Diamond il y a 4 ans. Des usuriers l'ont menacé, et ma famille est venue supplier grand-père de l'aider. Ce jour-là, papa, maman et Austin se sont agenouillés dans le salon de grand-père, pleurant et le suppliant de sauver la vie d'Austin. Grand-père leur a donné $400 000 à ce moment-là pour sauver la vie d'Austin. Lorsque l'avocat a lu cette partie, la pièce est tombée dans un silence absolu. J'étais complètement choqué. Je n'avais jamais rien su de cela. Maintenant, je comprends pourquoi grand-père m'aimait et me faisait autant confiance. Dans la lettre, grand-père a également écrit qu'il savait que maman et papa avaient toujours préféré Austin à moi. S'ils n'avaient pas fait le testament de cette façon, tôt ou tard, ils auraient vendu la maison et donné tout l'argent à Austin pour qu'il continue à jouer. En entendant cela, l'oncle Thomas était complètement choqué. Il a regardé mon père avec incrédulité et a dit: tu es tellement avide. Papa vous a déjà donné $400 000, et vous en voulez encore? Alors que la vérité était révélée, mon père est resté assis en silence, le visage pâle, incapable de discuter. Austin a baissé la tête, n'osant regarder personne. Maman a fondu en larmes, réalisant que toute la vérité avait été exposée. À ce moment-là, j'ai vraiment compris l'amour profond et la sagesse de grand-père. Il avait vu l'avenir et m'avait protégé de ceux qu'il savait qu'ils profiteraient de moi. Après tout cela, mes parents et Austin m'ont regardé avec peur. Ils m'ont regardé de cette façon pour la première fois, non plus avec mépris ou froideur, mais avec anxiété et malaise face au nouveau pouvoir que je venais d'acquérir. Après que mes parents, Austin et la famille de l'oncle Thomas soient partis, je suis resté au bureau de l'avocat Grayson. J'avais besoin de temps pour traiter toutes les informations que je venais de recevoir et pour comprendre pleinement mes droits légaux. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au cours des 2 derniers jours, depuis mon expulsion de la maison et le texto cruel d'Austin jusqu'au fait de dormir dans un hôtel. Après que j'ai terminé, l'avocat Grayson m'a regardé avec étonnement. Il ne pouvait pas croire que mes parents et mon frère puissent être si cruels. Sur les conseils de l'avocat Grayson, j'ai rédigé un avis officiel leur demandant de quitter la maison dans les 30 jours.
L'avocat a expliqué que c'était mon droit légal en tant que nouveau propriétaire de la maison. Cet après-midi-là, j'ai pris le reste de la journée de congé, j'ai récupéré mes bagages à l'hôtel et j'ai pris la copie notariée du testament. Je suis retourné à la maison en voiture. En me garant devant, j'ai ressenti une sensation étrange. C'était toujours la maison familière où j'avais grandi, mais maintenant j'y retournais en tant que son propriétaire. En entrant dans la maison en tant que son propriétaire légal, j'ai ressenti un changement complet dans la façon dont je percevais l'espace. Les 3 membres de ma famille étaient assis dans le salon, leurs visages empreints d'inquiétude et de malaise. Immédiatement après, j'ai sorti l'avis que j'avais préparé et je l'ai lu à haute voix en me basant sur le testament légalement notarié. Je vous demande de quitter cette maison dans les 30 jours à compter d'aujourd'hui. De plus, vous devez remettre toutes les clés de la maison. Immédiatement, maman a fondu en larmes et m'a supplié, « Brian, ne mets pas tes parents à la porte. Nous sommes une famille. » Papa a également plaidé, « Fils, je sais que j'ai eu tort. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. » Mais je suis resté ferme, en les regardant droit dans les yeux et en disant, « Il y a 3 jours, que m'avez-vous dit? Rappelez-vous cela vous-même. » Après ma réponse, Austin, silencieux jusqu'alors, a soudainement pris la parole en suppliant, « Brian, je partirai comme tu l'as demandé, mais peux-tu me prêter 100 000 $? En entendant ce montant, j'ai été stupéfait. Je l'ai regardé avec surprise et j'ai demandé, « Pourquoi faire ?» Après cette question, Austin a baissé la tête, sa voix tremblant lorsqu'il a admis, « J'ai un petit problème. Il y a quelques jours, j'ai encore perdu au casino. J'y ai emprunté 70 000 $. Avec les intérêts, cela fait presque 100 000 $ maintenant. Sachant qu'il avait encore joué, j'ai catégoriquement refusé. Tu as épuisé toutes tes chances. Grand-père t'a sauvé une fois avec 400 000 $. Je ne répéterai pas cette erreur. » Au moment où j'ai refusé, Austin s'est soudainement mis en colère. Il s'est levé, a pointé directement mon visage et a crié, « Tu es égoïste. Sans cœur. » Ne le laissant pas en dire plus, j'ai immédiatement rétorqué, « N'oublie pas, il y a 3 jours, c'est toi qui m'as mis à la porte avec maman et papa. » Après cela, j'ai tourné le dos et je suis monté dans ma chambre. Mais Austin n'a pas abandonné. Ce soir-là, il a posté sur le groupe Reddit des histoires de drames familiaux avec une photo de la vie de 30 jours que je leur avais donnée. Le post disait, « Mon frère ingrat, Brian Miller, met nos parents à la porte parce qu'il a hérité de la propriété après avoir hérité de la maison de grand-père. Il a immédiatement oublié sa famille et est ingrat envers ceux qui l'ont élevé depuis son enfance. Regardez, voici la vie qu'il a donnée à notre famille. » Le post d'Austin est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux à Phoenix. Il l'a également partagé dans des groupes locaux, faisant de l'histoire une sensation dans la communauté. Des centaines de commentaires se sont divisés en 2 factions distinctes. En plus de soutenir Austin, les commentateurs ont dit « La famille est la chose la plus importante. Vous ne pouvez pas mettre vos parents à la porte pour de l'argent. Ce frère est vraiment ingrat. A hérité d'un peu et a oublié les personnes qui l'ont élevé. » Mais beaucoup de gens ont compris et m'ont soutenu. Il doit y avoir une bonne raison. Ne jugez pas sans connaître la vérité. Peut-être que sa famille l'a maltraité. En moins de 24 heures, mon nom est devenu la cible de critiques sur les médias sociaux de Phoenix. Mon téléphone sonnait constamment avec des appels provenant de numéros inconnus, et ma boîte de réception Facebook était remplie de messages injurieux. J'avais l'impression de vivre dans une tempête d'opinion publique. Debout dans ma chambre à regarder par la fenêtre, je me demandais si ma décision était correcte. Après avoir vu le post d'Austin devenir viral et avoir reçu des centaines de messages injurieux, j'ai décidé de ne pas laisser cela impuni. J'ai contacté l'avocat Grayson et je lui ai demandé de m'aider à poursuivre Austin pour diffamation et pour avoir nui à ma réputation. Lorsqu'ils ont appris que je me préparais à poursuivre Austin, mes parents sont venus me supplier. Maman a pleuré, me disant « Ne poursuis pas Austin. C'est ton frère. » Papa a également plaidé, me disant « Brian, je t'en prie. Ne blesse plus la famille. » Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit « Il est trop tard. » Austin a choisi cette voie. 1 mois plus tard, le procès a eu lieu au tribunal de district. L'avocat Grayson avait préparé de nombreuses preuves, des captures d'écran des posts d'Austin, une liste des messages menaçants que j'avais reçus et la preuve des dommages à ma réputation que j'avais subis. L'issue du procès était claire.
Austin a été reconnu coupable et a été condamné aux peines suivantes, une amende de $1000, et il a été condamné à me verser $3000 pour les dommages à ma réputation. De plus, le tribunal a émis une ordonnance restrictive, ce qui signifie qu'il était interdit à Austin de me contacter ou de m'approcher pendant 5 ans. Enfin, Austin a dû supprimer tous les posts connexes et publier des excuses publiques sur les réseaux sociaux. Mais les véritables conséquences pour Austin ont été bien plus graves. Incapable de payer ses dettes de casino, les usuriers ont commencé à le traquer. Austin a été contraint de fuir Phoenix, allant dans une autre ville pour se cacher. Je n'ai jamais reçu les $3000 que le tribunal avait ordonnés, mais je me suis quand même senti satisfait d'avoir obtenu justice pour moi-même. Quant à mes parents, après le procès, ils ont dû quitter la maison conformément à l'avis que je leur avais envoyé le jour où j'ai reçu le testament. Ils sont devenus sans abri, contraints de vivre temporairement dans leur voiture. Nos proches, après avoir appris la vérité sur la façon dont ils m'avaient mis à la porte, se sont éloignés et ont refusé de les aider. La justice a finalement été rendue, mais le prix pour toute ma famille a été élevé. Même si mes parents avaient quitté la maison à ma demande, je suivais leur vie de loin. Par l'intermédiaire de l'oncle Thomas, j'ai appris qu'ils avaient du mal à dormir dans leur voiture et qu'ils étaient constamment à la recherche d'un abri temporaire. Il y a une semaine, presque 2 mois après que je les ai mis à la porte, ils sont revenus à la maison et m'ont attendu dehors quand je suis rentré du travail. Quand ils m'ont vu, maman s'est approchée avec les yeux gonflés et a dit « Brian, peux-tu nous donner une dernière chance ?» Immédiatement après, papa a pris la parole, sa voix basse. Il a dit « Fils, s'il te plaît. Nous promettons de respecter ton espace et de contribuer aux frais de subsistance. » En regardant les 2 personnes qui m'avaient si cruellement mis à la porte, qui me suppliaient maintenant de revenir, j'ai ressenti une émotion complexe et indescriptible. Une partie de moi était encore en colère à propos de ce qu'ils avaient fait, mais une autre partie ressentait de la sympathie pour leur situation actuelle. Après une nuit de réflexion, j'ai décidé de leur donner une dernière chance, mais j'ai fixé des conditions claires, ils ne devaient contacter Austin d'aucune manière, ils devaient contribuer aux frais de subsistance, et surtout, ils devaient respecter toutes mes décisions concernant la maison. Ils ont accepté immédiatement. À vrai dire, j'avais mes calculs. Si Austin devait revenir et qu'il me trahissait à nouveau, je vendrais la maison et déménagerais ailleurs, et il serait à nouveau sans abri. Lorsque la nouvelle de ma décision s'est répandue, les réactions des proches ont été divisées. Beaucoup m'ont traité de paillasson pour avoir repris des personnes qui m'avaient trahi. Ils ont commenté, il est trop faible. Ils vont juste profiter de lui à nouveau. Mais beaucoup ont salué ma décision, en disant, c'est ce qu'une personne compatissante fait. Savoir pardonner est noble. Il leur a donné une leçon, et maintenant c'est une seconde chance. Et vous? Que pensez-vous de ma décision finale? Veuillez laisser vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous de l'histoire. J'aimerais les entendre. Si cette histoire touche vos émotions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de l'aimer et de la partager. Merci de m'avoir suivi.